Bonjour à tous, c'est Lies et Kadi et vous êtes sur Fréquence 6, le podcast qui aborde des sujets de société à travers la pop culture. Salut les Fréquencies. J'espère que vous allez bien, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 3e épisode. N'hésitez surtout pas à retourner au premier épisode, donc c'est là qu'on vous a un petit peu expliqué notre démarche, notre retour. On vous explique tout sur tout ce qu'on a travaillé pour que ce podcast vous plaise comme il nous plaît à nous. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur toutes nos plateformes, YouTube, TikTok, Instagram. Lies, comment tu vas ? Très bien, comme d'habitude, ready pour un nouvel épisode. Prête pour un nouvel épisode ? Number 3. Alors aujourd'hui, donc, on va aborder un sujet de société à travers le film Indomptable de Thomas N'Gijol. Lies, je te laisse nous faire un résumé. Après une longue éclipse médiatique, Thomas N'Gijol revient et signe son retour avec Indomptable. Donc c'est un polar tourné au Cameroun, à Yaoundé. Et on aime ça. Et ouais. On aime ça. On aime le fait que ce soit tourné en Afrique. Ouais. Et je crois que principalement, moi, c'est ce qui m'a séduit et c'est ce sur quoi je vais porter mon analyse, je pense. Donc, alors, Indomptable, un polar tourné au Cameroun, placé sous le signe de l'héritage, un projet très authentique. C'est vrai que c'est un choix inattendu pour Thomas N'Gijol parce qu'on l'a connu, lui, c'est une figure emblématique du stand-up dans les années 2000. On l'a connu dans les DVD du Jamel Show, pour ceux qui ont la ref, il y a 20 ans maintenant. Donc, c'était une époque quand même assez culte, en fait. C'était quand même un tournant dans le stand-up à l'époque. Je sais pas si toi, tu étais un peu branché, tu suivais quand même. Bah attends. J'avais son DVD, je veux dire, toutes ces punchlines, elles sont restées, en fait. On les dit jusqu'aujourd'hui. Toutes les punchlines, c'est l'expérience prouve que... Et c'est exactement ce dont il s'agit. En 2009, son premier one-man show à bloc, il s'appelle Un carton. Il s'impose avec. Et après ça, c'est le Zénith. Pendant une dizaine d'années, il est au cinéma. Il enchaîne avec Casse Départ, Les Crocodiles du Botswana. La même année, il y a Fast Life qui sort. Jusqu'en 2015, vraiment, c'est le Zénith. C'est l'ascension, en fait. Exactement. Et ensuite, les 10 dernières années, on remarque une perte de vitesse. Donc, c'est... Thomas qui est un peu... Il évite les caméras, il est un peu moins sur le devant de la scène. Pourtant, il est toujours dans des projets au cinéma. Donc vraiment, il a essentiellement travaillé au cinéma dans ces dernières années. Par contre, c'est des projets qui, je dirais, s'adressaient à une autre cible. C'est plus du tout le même registre et c'était plutôt des films et des projets qui n'avaient pas la même communication. En ça tout cas, s'adressait à quoi pas... comme cible ? Bah écoute, c'était plus des comédies sur le ton classique, un peu français, tu vois. Donc ça veut dire... Déjà qu'il était la plupart du temps sur les films que j'ai cités entre 2009 là, et 2015, il est, je crois, réalisateur. Tout ce qui était avec Fabrice Eboué, etc., Fast Life. Il est déjà dans cette posture de réal là, mais toujours sur le registre comique. Donc c'était son humour à lui. Mais c'est vrai, quand il arrive sur ces 10 dernières années, quand il est un peu plus en retrait, il est plus sur des comédies françaises un peu lambda, mais qui ne sont pas vraiment marketées, où il n'a pas un rôle principal finalement. D'accord, ok. Ouais. Et donc sûrement en fait une stratégie de repositionnement artistique, tu vois. Et mine de rien, 20 ans plus tard, c'est en passant par ce type de mise en retrait où justement tu te repositionnes artistiquement. C'est nécessaire pour durer dans le temps. Principalement sur... C'est nécessaire en tout cas pour se renouveler, pour se réinventer, pour savoir ce que tu veux faire. D'autant plus que ce projet-là, j'ai lu un peu ici et là qu'il l'avait dans le tiroir depuis un moment, il voulait faire quelque chose. Il savait pas quoi. Et je pense que du coup, c'est arrivé à un moment opportun de sa carrière. Et c'est pour ça que je trouve que le projet, il est authentique et c'est une question d'héritage parce que même en 2009, dans A Bloc, il y a une grande partie sur son papa. Tu vois ? Et donc finalement, c'est la continuité de tout ça. Mais il a toujours voulu, et il le dit dans ses interviews, en fait. c'est ça. Il a toujours traité des choses qui lui parlaient, ce qui marquait sa vie, ce qui avait façonné sa personnalité qui il était. Et en tant que franco-camerounais, justement, il avait plein de choses à dire et j'aime bien la manière dont il est de retour en force comme ça, avec Indomptable. Donc, vous l'aurez compris, il y a plein de trucs à dire sur Indomptable. Il a été à Cannes, ce film. Il a été reçu à Cannes. Donc, on va essayer de comprendre justement ce qui en a fait un tel succès. Donc, l'histoire se passe à Yaoundé. Thomas N'Gijol, il interprète le commissaire Bilong qui enquête sur le meurtre de l'un de ses collègues, un policier de Yaoundé. Et on suit du coup cette histoire sombre, très réaliste. En parallèle, on suit également sa chronique familiale très intense
Et donc c'est une famille recomposée. On a Thomas dans du coup le chef de famille qui est justement dans l'archétype du papa bantou sévère à la communication bien coup de poing. Ouais. Et ce qui lui donne justement cette double casquette de tyran à la maison et dehors, il est justicier. Donc un peu méchant, gentil. Ouais. Et c'est vraiment ce qui caractérise pour le coup le polar. Parce que on a la mise en avant de la psychologie torturée du personnage principal. Et ça, c'est tout à fait caractéristique du polar. Donc à ce niveau-là, on est servi et justement, ça nous permet d'avoir un autre regard sur le film. On n'est pas en train de suivre particulièrement le suspense de l'enquête. On est au contraire sur cette psychologie-là du personnage principal, c'est plutôt lui le centre de la réflexion. On a plein de choses à dire déjà sur le décor, le réalisme du film. Comme je disais, c'est tourné à Yaoundé, c'est très bien retranscrit. On a le vacarme du marché central. Ouais. Tu vois, ça, c'est typique de l'agglomération du continent africain. Il y a ça partout. On a les embouteillages chaotiques. Ça, ils nous teasent direct dans le teaser. On sait très bien que ça, c'est l'ambiance locale. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a toutes les petites bâtisses en tôle, en béton, certaines inachevées, d'autres non. Ça aussi, c'est très réaliste. Ça retranscrit bien le décor de Yaoundé. Les coupures d'électricité, j'allais les oublier carrément. Et c'est sur ça, d'ailleurs, que le film démarre. Ça, c'est typique de l'ambiance locale. Hein, on appelle ça le délestage. Moi, j'ai été confrontée à ça les premières fois où j'allais visiter le pays. Et la vie continue, en fait. Donc, à ce niveau-là, ils n'ont pas du tout romantisé la ville. Ils ont, au contraire, vraiment montré Yaoundé entre progrès. Tel quel. Exactement. Et le désordre qu'on retrouve en général dans les agglomérations en Afrique. D'ailleurs, le meurtre du policier lui-même, il n'est pas orchestré par un gang organisé, des grands bandits. On est sur des bandits, des miséreux. Ce sont des toxicos errants. Qui sont les auteurs du meurtre, et ce qui nous prouve que c'est vraiment pas le focus de romantiser la police et le gang, etc. Mais on est sur dépeindre la réalité, tout simplement. Ouais. C'est une panoplie de drames qui s'empilent. Ni la ville, ni le décor, rien n'est romantisé. On est sur Yaoundé brut. Réaliste, même le métier de flic, il n'est pas romantisé finalement. On voit bien que des fois il perd la main, il est confus, il peine à maintenir l'ordre. Donc, il est dépassé. Ouais, il est dépassé. Il est concrètement dépassé. Alors, il y a deux éléments qui m'ont vraiment marqué. Je vais parler de visuellement. Ce qui influence beaucoup la perception du spectateur, c'est ce contraste entre les scènes filmées sur caméra stabilisée. Donc le stabilisateur de la caméra, c'est typiquement les rails sur lesquels on pose une caméra pour pouvoir filmer un plan stable en mouvement, qui vont justement influencer la perception du spectateur. C'est-à-dire qu'en me renseignant, j'ai remarqué la réalisation qui va influencer le regard du spectateur en jouant sur deux manières de filmer la scène et surtout le personnage principal. Quand il est en maîtrise de la situation, quand il est tout à fait confiant, on a plutôt des plans filmés sur caméra stable, sur le travelling. Et quand, au contraire, on retrouve des plans avec l'image qui tremble, c'est des plans filmés caméra à l'épaule. Et à ce moment-là, ça instaure directement l'inquiétude, l'anxiété du personnage. On sent que peu à peu, il perd la maîtrise de la situation. Et on essaye de nous emmener un petit peu dans le chaos de la situation, en fait. Exactement. Finalement. Quand la situation, quand le personnage principal il perd pied, à ce moment-là, la caméra, les plans sont filmés à l'épaule et ça influence directement le spectateur. Et c'est fou parce que ce travail-là de la réalisation, il permet d'instaurer l'émotion, ça nous envahit directement. On sent en fait l'état d'esprit du personnage principal, et je trouve que du coup à ce niveau-là on est hyper bien guidé. C'est ce qui donne en fait toute l'émotion de l'intrigue. J'ai trouvé aussi. Donc ça c'est formidable. On va revenir sur la couverture du film, l'affiche du film. Moi je l'ai trouvé quelque chose d'un petit peu vintage. Tu vois un petit peu le genre le flic il est à l'ancienne, son costume, son flingue, indomptable, tu sais, c'est à la verticale, penché et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, c'est clair que je pense que c'est l'ambiance qu'ils ont voulu ramener, c'est ce côté vintage, c'est ce côté roots. Moi, ça m'a fait penser aux pochettes de DVD
qu'on avait quand on était gamin. Ouais. On voit l'affiche, on a tout de suite envie de regarder le film, en fait. On est plongé directement dans l'univers à travers l'affiche. Donc, ouais. Je trouve qu'on est quand même dans cette époque-là où, toute génération confondue, il y a un petit peu ce retour au vintage. Oui. T'as vu, les grandes marques, elles sont en rebranding. Oui. Les logos, les anciennes compagnies là, dans l'automobile, toutes les enseignes classiques finalement, elles sont à la recherche de revenir à l'essentiel. Dans la mode aussi. Dans la mode aussi, et toute génération confondue. T'as vu, il n'y a pas un boom chez les jeunes, ou bien c'est vraiment une nostalgie commune finalement. Oui. On a, même dans la musique, ce retour au vinyle, ça se vend de plus en plus. Dans la photo, les gens s'intéressent un peu plus à l'argentique, à toutes les méthodes traditionnelles, comme si on était tous à la recherche d'une déconnexion. Et ouais, après, tout est cyclique. Comme tu disais, comme dans la mode, on retourne vraiment à des looks très vintage, très Y2K, années 2000. En tout cas, je trouve que ça s'inscrit avec le renouveau de Thomas. Oui. Qui, lui, finalement, est resté sur une ligne très continue, très cohérente. Mais malgré tout, voilà, il a su nous prendre par les sentiments. Il nous propose quelque chose de l'ordre de l'héritage, hein, parce qu'il raconte vraiment sa vérité. Et je voulais savoir ce que tu as pensé parce que je te disais, hein, on a vraiment, dans le film, on romantise pas du tout le personnage de ce commissaire-là, et on a accès à son intimité. Donc dans le foyer familial, on voit très bien que le décor, il est simple, tu vois. On a les meubles sont simples, tu vois, mais il a quand même... C'est une famille modeste, c'est la classe moyenne, c'est quand même un commissaire. C'est ce qu'ils ont voulu montrer, je pense, hein, le côté... Exactement. C'est un commissaire, donc c'est quand même quelqu'un qui a une bonne situation, c'est la classe moyenne au pays. Et ce commissaire, il a sa petite maison simple, etc. Mais la maison, quand même, elle respire l'autorité du patriarche. Ouais, carrément. Tu vois ça, il mange en bout de table à chaque fois. Quand ils sont à table, il n'y a pas de bruit. C'est un peu lui qui régit. Tout le monde se conforme à cette autorité paternelle-là. Les midis, ils rentrent pour manger. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a cette fameuse scène où, quand il rentre, à peine il met la clé dans la serrure, instinctivement, son fils... il saute, il devient l'enfant modèle, tu vois, genre c'est fini, il était vautré, il était à l'aise, tu vois, à ce moment-là c'est fini, instinctivement tu te mets en état de vigilance, tu vois, et ça traduit vraiment bien l'autorité justement du papa bantou sévère, le cliché, ça te parle un petit peu cette image-là? Bien sûr que ça me parle, attends, ça me fait penser, mais bien sûr ça nous renvoie à notre enfance. Alors je dis pas tous, hein, parce qu'on allait l'évoquer en deuxième partie, mais moi ça m'évoque l'enfance, alors avec les oncles, dès qu'ils poussent la porte, tout le monde se met à courir. C'est ça. Il y en avait certains, ils mettaient un pied dans le quartier, hein, ils descendaient de la voiture, tout le monde rentrait comme des souris. Je te jure. Ça me fait penser aux darons soninké. Voilà, c'est chez nous les Westaf, on les appelle comme ça, les darons soninké. Voilà, c'est ce que ça m'inspire, cette scène. Les darons soninké. C'est fou cette histoire. Tu sais que moi, j'ai vraiment ce flashback de ces jours-là. On n'était pas en cours, soit les mercredis après-midi, soit les week-ends. Mon père, il travaillait à l'aéroport. Quand il rentrait, il était genre 14h. Ça veut dire il nous prenait vraiment en plein après-midi. On avait genre... Il n'y a pas assez de place pour tous s'allonger sur le canapé. Ça veut dire on crée des banquettes. On alignait toutes les chaises. Bref, on était vraiment tous vautrés devant Disney Channel, souvent avec ma sœur. Et là, à peine t'entendais... La clé dans la porte. La clé dans la serrure, le ric. Mais même mon père, il en rigolait avec le temps, en fait. C'était hilarant. On entendait, du coup... On bougeait les meubles, les chaises et tout, on remettait le salon en place. Je suis sûre qu'à l'époque, il faisait genre le visage fermé et tout. Mais à l'intérieur, là, il devait tellement rire. Et des fois, ils doivent y repenser, ces tyrans. Ils doivent se dire, oh là là, non, mais je me suis fait un kiff avec ce truc-là. La clé dans la... Ils savent en plus. Ils savent ce que ça nous procure comme sentiment de les voir rentrer. On est d'accord. Je suis sûre qu'ils en jouaient. T'as raison. Ils en jouaient. Ils devaient en jouer. De toute façon, mon père, il suit bien les épisodes. Papa, on va en reparler de cette époque-là. Là. Mais il nous le disait des fois. Je pense qu'en grandissant... Légèrement, il abordait le sujet et tout. Il disait en mode, vous, je vous connais, hein, avec votre double visage et tout, ça se prélasse quand on n'est pas là. Mais tu connais. On devient les enfants modèles dès qu'ils rentrent du travail. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Exact. That's it. Donc voilà, globalement, le film est réussi parce qu'esthétiquement, ils ont vraiment pas surjoué. C'est réel.
On est dans une ambiance... chaque personne, je pense, qui a été à Yaoundé a dû... Enfin, je suis jamais allée au Cameroun, encore moins à Yaoundé, mais si vous êtes déjà allé au Cameroun, dites-nous ce que vous avez pensé de cette retranscription-là de Yaoundé à l'image. Oui, et puis, de toute façon, je pense qu'on va toujours retrouver ce côté très authentique quand on va tourner en Afrique. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de regarder un film fait par un afrodescendant tourné en Afrique. Yes. Et ça m'a rappelé un petit peu ces productions quand j'étais gamine que je regardais. Il y a un célèbre cinéaste malien qui est décédé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Souleymane Cissé. Il s'appelait Souleymane Cissé. Et moi, j'ai grandi avec toutes ces œuvres, en fait. Des œuvres où finalement j'ai découvert le Mali à travers ces films-là. Alors j'y allais quand j'étais toute gamine, mais bien évidemment la plupart du temps j'étais en France et ça me permettait de découvrir le Mali autrement. Et le Mali en plus de la période post-coloniale, donc qui était encore prospère, où il y avait certes des problèmes politiques et tout, mais on voit vraiment les femmes, leur coiffure, ce côté vintage dont tu parles, les vinyles, les coiffures, les vêtements, etc. Ce décor dont tu parles, je le retrouvais beaucoup dans ces films-là et moi, ça m'a fait penser à ça. Tu vois, ça m'a vraiment fait plaisir. Souleymane Cissé, ouais. Okay. On vous mettra les affiches, ce sont des très très beaux films. Et oui, ça participe de mon enfance et ça m'a rappelé ces œuvres-là. C'est ça. Voilà. On passe à la deuxième partie. On passe à la deuxième partie, let's go. Donc la deuxième partie, vous allez beaucoup aimer. Alors je crois qu'il est utile de préciser avant qu'on commence cette partie-là que nous sommes donc toutes les deux afrodescendantes, mais moi je suis d'origine ouest-africaine et toi Lies? Originaire d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est, donc Centrafrique et Burundi. Ouais. Donc du coup, il peut y avoir quelques peut-être différences culturelles entre nous, mais je trouvais intéressant qu'on fasse cette espèce de petite boîte à questions dans cette deuxième partie. Et je pense qu'à travers nos échanges, peut-être qu'on verra des similitudes ou pas, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, deuxième chose qu'il faut préciser, c'est important, c'est que là, on va parler de choses qui sont en lien direct avec le film. Donc, comme l'a dit Lies tout à l'heure, dans le film, Thomas Gijol, il a décidé de dresser le portrait d'un père qui avait une éducation qui était quand même assez répressive, de manière générale. Ce qui ne veut pas dire que tous les parents africains avaient ce mode d'éducation. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que peut-être beaucoup d'afrodescendants peuvent se retrouver dans ce mode d'éducation. Tout à l'heure, tu me posais la question sur ce que ça m'évoquait, la clé dans la porte, ou le père qui entre dans une pièce. Je pense qu'il y a plein d'afrodescendants qui peuvent se retrouver dans cette scène-là. Ce qui ne veut pas dire que ça s'applique à l'ensemble ou ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour en même temps. Donc ça, c'était important de le préciser avant de commencer. Alors, je vais poser une série de questions à laquelle vous pouvez aussi répondre, vous pouvez aussi répondre en commentaire, ça nous intéresse. Alors, ma première question. Donc, est-ce que le mode d'éducation répressif de tes parents, si tu considères qu'il y en a eu, a influencé ta perception de l'autorité dans tes propres relations aujourd'hui? Et est-ce que tu ressens parfois le besoin de réagir en opposition à leur style d'éducation? Ouais, moi je pense directement à la sanction de la ceinture. Ouais. Ouais, moi ça m'a traumatisée quand j'étais jeune parce que je trouvais que c'était d'une violence en fait qui contrastait l'amour qu'on avait pour nos parents. Et en fait, j'ai jamais douté de l'amour de mes parents parce que pour le coup, ils étaient quand même hyper communicant là-dessus. Moi, mon père, très clairement, il nous disait « je t'aime », si ce n'est pas tous les jours, tu vois. D'accord. Ouais, j'étais quand même hyper choquée, en fait, des coups de ceinture que mes frères et sœurs pouvaient se manger parce que du coup, moi, je n'ai pas pris la ceinture. Ah ouais, toi, t'es une des plus jeunes. Moi, je suis la dernière, en tout cas, de ma mère. Les plus jeunes, et avec mon papa. Donc, en fait, les aînés, dans les familles, c'est souvent les sacrifiés. C'est ça. Et les plus jeunes, derrière, quand ils arrivent... Ils n'ont plus la force. Ils n'ont plus la force. Ils n'ont plus la force pour ça. Moi, je sais que j'étais choquée. J'étais choquée. Non, mais c'est normal. C'est parfaitement normal. Il y a des débats là-dessus, sur les punitions corporelles et tout ça. C'est ça. Alors, pour ma part, donc, oui. Effectivement, j'ai le sentiment que cette éducation que j'ai reçue, elle génère en moi une résistance à l'autorité. J'ai, je pense, un très grand problème avec l'autorité. Absolument. Tout ce qui est coercitif m'est absolument insupportable. Peu importe la forme, et peu importe qui d'ailleurs, peu importe de qui ça vient,
tout ce qui représente une autorité, pour moi, j'ai un problème avec ça. Je pense que c'est parce que l'éducation africaine, on va l'englober là-dedans, mais à chaque fois qu'on va dire ce type de mots, sachez que c'est pour être le plus limpide et le plus concis possible, mais on vous renvoie à ce qu'on a dit au départ, voilà, pour éviter de devoir le répéter à chaque fois. Donc, dans cette éducation africaine, il y a plein de valeurs qui sont très, très belles, hein, et je vais en parler, mais parfois, il y avait comme une perte de sens pour moi dans l'ensemble de ces valeurs. Je pense, par exemple, au droit d'aînesse. Par exemple, le droit d'aînesse, je trouve que le point de départ de cette valeur, c'est une très, très belle valeur. Je vais en lire la définition pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le droit d'aînesse. Mais quand parfois, on est obligé de respecter des aînés juste parce que ce sont des aînés alors qu'ils ne sont pas respectables, pour moi, en fait, par exemple, à l'intérieur de ça, il va y avoir une perte de sens. Il y a aussi cette espèce d'ambivalence dont tu parlais, tu vois, entre l'autorité et en même temps l'amour que les parents peuvent nous donner, qui fait que parfois, on n'arrive pas trop à se situer. Et moi, je pense que de manière générale, oui, ça a provoqué en moi une résistance à toute forme d'autorité. Alors, j'en reviens à la définition du droit d'aînesse. Donc, de manière générale, de manière naturelle, en Afrique, l'aîné dans une famille est digne d'un certain respect que lui confère la société, excusez-moi. Puisque selon la logique de nos sociétés, l'aîné se présente comme le remplaçant direct des parents en leur absence. Donc par conséquent, il jouit directement de certains droits qui normalement ne reviennent qu'aux parents. Par extension, le droit d'aînesse en Afrique est également une priorité qu'on accorde à toute personne ayant vu le jour avant soi. Car comme le stipule un proverbe marocain, ton aîné d'un jour a plus d'astuces que toi. C'est un proverbe marocain. Un autre proverbe que ma mère m'a répété toute mon enfance en bambara, je vais essayer de le dire quand même, mais quand elle a regardé cet épisode, elle va me tuer. Donc, elle disait en bambara, ne sigilembe minye oujolin toye. Non, elle faisait comme ça. Ne sigilembe minye oujolin toye. Donc, je vous fais la traduction. Ce proverbe, donc, veut dire ce que je vois en étant assise, tu ne le vois pas en étant debout. Mm-hmm. Donc, c'est un très beau proverbe qui met vraiment en relief toute cette définition en fait de l'aînesse telle qu'on la conçoit en Afrique, et c'est une très belle valeur, on est d'accord, c'est quelque chose qui te parle, toi? Bien sûr, bien sûr. Donc en réalité, donc, c'est aussi un proverbe burkinabé qui dit « Un sage assis voit plus loin qu'un jeune debout ». Très connu très connu ce proverbe, et il est très très beau. Ouais. Donc c'est des très très belles valeurs, voilà, mais c'est juste qu'effectivement, comme je te le disais, parfois il peut y avoir une perte de sens, et pour moi, c'est pour ça que j'ai une forme de résistance à l'autorité. Préciser, la perte de sens, c'est de notre point de vue à nous qui sommes ici. De notre point de vue à nous, exactement. C'est pas forcément du point de vue de tous, mais c'est vraiment effectivement de notre point de vue à nous. Enfin, à nous, je parle de moi. J'aime parler à titre personnel parce que tout le monde ne se reconnaîtra pas forcément dans nos propos. Deuxième question. Donc, est-ce que tu estimes qu'il était difficile pour toi d'exprimer tes émotions ou tes frustrations pendant ton enfance à cause de normes culturelles? Si oui, comment ce manque d'expression a-t-il affecté tes relations actuelles? Finalement, oui, parce que je sais que, justement, dans un premier temps, pour revenir à l'exemple où mes frères et sœurs pouvaient être punis par des coups de ceinture, je trouvais qu'ils pardonnaient trop vite mon père. Moi, j'étais genre, vous faites quoi là? En fait, voilà, j'ai pleuré les larmes de mon corps hier soir, et aujourd'hui ou demain, je vois que ça y est, c'est fini. Non, il faut mener une guerre, il faut une justice. Et en fait, ça a fait naître en moi un désir de justice, tu vois, de justicière, et ce qui m'a valu d'être la grande bouche, tu vois, dans la famille, parce qu'à chaque fois... Pour en revenir à Thomas Njijol, d'ailleurs, qui dit « Milite, il faut militer seul ». T'as tout compris. Moi, j'étais là. Il y aura toujours une punchline de Thomas Njijol qu'on pourra rapporter à nos propos. C'est vraiment ça. Tu vois, j'avais en tête de venir derrière avec mes frères et sœurs en disant mais je comprends pas. J'allais voir ma mère, j'ai dit mais maman, ça s'arrête là, c'est tout. Juste, on va se manger une pression comme ça qui a été démesurée. Ou par exemple, de manière générale, il y avait le fait que les filles doivent servir les cousins.
les grands cousins, qui eux ont droit de se prélasser, mais pendant on a 2 doigts de manger les restes, tu vois, quand il y a des soirées, quand il y a des fêtes familiales, ce genre de choses. Et moi qui grandis en France et qui vois qu'en fait c'est plutôt une culture où tout le monde met la main à la pâte, tu vois, il y avait plein de choses à dire. J'avais envie de critiquer toute la journée cette culture et cette tradition, parce que pour moi c'était beaucoup trop patriarcal. Ça criait en fait au fondement, enfin c'était infondé en fait. Et je trouve que le droit d'aînesse il a été un petit peu comme désorienté, un petit peu porté sur juste comment dire, on n'a pas reçu, c'était pas assez donnant. En fait, voilà, c'est d'accord. J'étais pas spécialement contre le droit d'aînesse. Pour moi, ça avait du sens parce que je reconnais que j'ai grandi dans un environnement où hommes comme femmes, ils ont pris soin de moi, ils m'ont éduquée. Si aujourd'hui je suis charismatique, si je m'exprime bien, si j'ai cette aura, si j'ai confiance en moi, c'est grâce à ce collectif qui a pris soin de moi et qui m'a bien éduquée, et j'en suis reconnaissante vraiment à vie. Mais c'est vrai que il n'y avait pas assez de réciprocité. Ouais, il n'y avait pas assez de réciprocité. Je trouvais que les femmes en faisaient un peu plus. Et c'est vrai que du coup, je dirais que ça a affecté ma communication avec les hommes de manière générale. D'accord, ok. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre effectivement le droit d'aînesse dont tu parles et la position de la femme vis-à-vis de l'homme dans la, exactement. Dans la culture. Parce que du coup, les deux principes s'entremêlaient parfois. Et c'est vrai que de manière générale, le droit d'aînesse, c'est quand le vent il souffle à l'ouest. En fait, surtout quand tu arrives ici en Occident. On peut résumer ça dans le comment dire, dans la hiérarchie, en fait, dans la notion de hiérarchie. C'est vrai que dans les cultures africaines, il y a ce truc en fait avec la hiérarchie, quoi. Il faut qu'il y ait une hiérarchie, c'est vrai ou pas? Absolument. Donc si c'est pas l'aîné, c'est l'homme vis-à-vis de la femme, ou c'est les parents vis-à-vis des enfants. Mais c'est vrai que ce que tu questionnes, c'est cet aspect réciprocité. C'est super intéressant. Je pense un peu comme toi. Enfin, moi, c'est pareil. Alors, c'est le fait de ne pas avoir le droit, de ne pas être d'accord. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Donc, effectivement, oui, ça a impacté, moi, je pense. Ça a impacté le fait de dire non, par exemple. C'est quelque chose avec quoi j'ai eu beaucoup de mal. J'y travaille encore. Parce que c'est vrai que dire non, tu as l'impression que c'est problématique sur plein d'aspects. Alors non à tes parents, bon là je comprends que c'est délicat, c'est même pas une question de culture, c'est le cas pour tout le monde. Nos parents, c'est nos parents. Donc voilà, dire non à tes parents, il faut vraiment qu'il y ait une raison valable, quoi, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand tu grandis, quand il y a certaines choses que tu commences à remarquer, que tu es en opposition avec certains aspects et que tu n'as pas le droit de l'exprimer parce que, en gros, dans la culture malienne, par exemple, on dit qu'un enfant n'a jamais raison devant son parent. Donc je trouve que ça affecte beaucoup cette notion du non, en fait, de cette notion d'assertivité, en fait. Assertivité qui est un mot, enfin c'est de l'anglicisme, hein, les Anglais disent assertiveness, donc c'est la capacité, en fait, avec respect, d'opposer sa position, d'affirmer sa position, son désaccord face à des situations parfois critiques, notamment par exemple au travail. Et c'est vrai que mon éducation, effectivement, a généré quelques problèmes à ce niveau-là, en tout cas à mon sujet. Il y a aussi un impact sur la gestion des émotions, parce que c'est vrai que quand tu n'as pas forcément... Tu dois taire tes émotions, entre guillemets, avoir des émotions, c'est presque interdit, quoi. Voilà, c'est compliqué d'exprimer des émotions, donc tu as du mal à les manager aussi. En termes de communication, ça peut devenir compliqué dans le futur avec les gens. Absolument. Mais d'ailleurs, maintenant que tu le dis, ça me fait réfléchir à la distance qui se crée, surtout du côté père-fils, tu vois. Est-ce que ça te fait écho à justement ces profils-là de père et fils qui entrent que très tardivement en communication saine? Carrément. C'est ce dont il est question dans le film. En communication tout court. En communication. Parce que moi, j'avais une copine encore il n'y a pas longtemps qui me le disait, enfin, pas seulement que pour les pères et fils, mais j'imagine que c'est encore plus complexe vu que ce sont des garçons. C'est ça. Mais j'ai une copine encore il n'y a pas longtemps qui me disait mon père, c'était un taiseux, quoi. Il était présent, mais il n'était pas là. Donc, j'ai jamais eu de discussion profonde avec mon père et tout ça. Donc, tu vois, c'est... C'est ça. Mais j'avoue que moi, ça, c'est des choses qui me sont... Enfin, dont j'ai pris pleinement conscience en grandissant, parce que ça n'avait pas forcément... c'était pas ce qu'il y avait de plus visible dans ma famille. Mais en grandissant, je me suis rendu compte, en écoutant les témoignages, qu'il y avait des personnes qui avaient des rapports avec leurs parents qui se limitaient à « je sors ».
je suis de retour. Oui. Ou alors fais ci, fais ça. Ou alors, voilà, c'était fais ci, fais ça. C'était un rapport hyper dirigeant. C'était une entreprise, limite, on se parlait. Ils n'avaient pas trop cette culture-là de passer du temps en famille. Nous, on avait vraiment ce cadre-là où on devait parler, rigoler ensemble. Et ça passait par les temps de jeux de société, aller au parc, aller faire des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y avait de plus commun et de plus courant. Parce que ça vient vraiment... C'est essentiel, ça vient contrebalancer ces moments de communication coup de poing dont on parlait, quoi. Complètement. Alors, 3e question. Donc, quelles valeurs ou pratiques de tes parents aimerais-tu intégrer dans ton approche éducative et qui diffèrent de celles de tes parents et pourquoi ? Alors, ce que je garderais, les moments de jeu en famille. Ouais. On discutait beaucoup, on rigolait. C'est encore le cas. Ça soude beaucoup le clan, en fait. On a beaucoup communiqué, on s'écoutait, on était là les uns pour les autres. C'est des moments de qualité. Ouais, ce sont des moments de qualité en famille. C'est important de les conserver. Ouais. Complètement. Carrément. Alors, pour ma part, quelles valeurs ou pratiques de tes parents aimerais-tu intégrer dans ton approche éducative et qui diffèrent ? Alors, pour le coup, là, c'était qui diffèrent. Toi, les jeux de société, tu disais que vous les aviez déjà. Tu souhaites garder ça, en fait, finalement. Ta question, c'était ? Moi, c'était donc quelles valeurs ou pratiques de tes parents aimerais-tu intégrer dans ton approche éducative et qui diffèrent de celles de tes parents et pourquoi ? Qui diffèrent. Donc, du coup, moi, je réponds à la question. Alors, c'est déjà fait parce que moi, j'ai 2 petites princesses à qui je dis je t'aime aussi souvent que possible parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup entendu de la part de mes parents. Vous allez devoir mettre stop parce que là, il y a une émotion qui monte, ça va pas du tout. Enfin, de la part de ma mère. Même si ça ne veut pas dire que ma mère ne m'aime pas, bien évidemment, qu'elle m'aime de tout son cœur. Mais, excusez-moi, ça va être compliqué cette histoire. Mais on est dans un personnel que c'est tellement dur de s'en distancier. Ouais, je dis je t'aime à ma fille aussi souvent, à mes filles aussi souvent que possible. Et ce qui est drôle, alors, du coup, ça va te faire rire. Ma mère, la première fois qu'elle m'a vraiment dit je t'aime, c'est grâce à ma fille. Parce que du coup, j'ai tellement appris en fait à mes filles à dire je t'aime que mes filles, du coup, elles le disent comme ça. Et tu sais, je sens que mes parents, ils sont décontenancés, tu vois, quand elles disent je t'aime papy, je t'aime mamie, tu vois. Et une fois, ma fille, elle dit à ma mère, elle lui dit je t'aime mamie. Et ma mère lui répond, elle lui dit je t'aime moi aussi. J'ai fait tu sais dire ça, toi? et là, ma mère, elle m'a dit mais toi aussi, je t'aime. Et c'est grâce à ma fille, tu vois. Et c'est pour ça que elle a débloqué. Elle a débloqué, voilà. C'est là que c'est important de casser comme on dit, les cycles générationnels, tu vois. Nos enfants, ils nous aident à faire ça. Donc voilà. Beau. C'est très très beau. Je vais passer à la question suivante pour pas finir en en sanglots. les bouchoirs. Alors, donc, pensez-vous que le poids de l'héritage culturel affecte la manière dont vous communiquez avec vos enfants ou vos proches? Je pose la question à tout le monde. Comment est-ce que vous tentez de trouver un équilibre entre tradition et modernité? Je te laisse répondre à la question. Tu veux que je la repose? Ouais. Alors, penses-tu que le poids de l'héritage culturel affecte la manière dont tu communiques avec tes enfants ou tes proches? Tu vois, parce que pour ce qui est de ton cas, tes proches. Ouais. Comment est-ce que tu tentes de trouver un équilibre entre tradition et modernité? Je trouve que globalement, il y a l'équilibre, il était déjà bon dans ma famille. Genre, j'ai pas beaucoup de contre-exemples de gros freins. On a toujours été dans l'écoute, en fait. En grandissant, la communication s'est ouverte, l'écoute s'est ouverte. Je crois que j'y suis pour beaucoup. En tant que dernière de la famille, comme je disais, mon rôle de grande gueule, là, il permettait, en fait, à chaque fois de venir mettre des coups dans la fourmilière. Okay. Mais alors, je m'asseyais pas devant mon père pour lui dire tu vois. Mais parce qu'une fois, ça m'est arrivé, il m'a coursé, il m'a étranglé comme Homer, il étrangle Bart Simpson. Et je crie « Wouah !» comme ça. Et c'était vraiment un moment, on s'en souvient toute sa famille, c'était drôle. Mais globalement, il y avait toujours un temps calme où ça redescendait, on arrivait à discuter. Donc là, comme ça, j'ai pas de contre-exemple ou bien de choses qui me viennent à l'esprit. Ok. Bah écoute, moi, la plupart du temps, ça représente pas forcément un poids, mon héritage. Parce que pour moi, l'héritage, ça passe par plein de choses positives, comme les coiffures, comme les
les vêtements traditionnels, comme l'art culinaire. Et moi, pour moi, c'est quelque chose que c'est notre chance d'être afrodescendant, je trouve. Tu vois, c'est la chance qu'on a parce que du coup, on nous a transmis tout ça en héritage, en cadeau. Et du coup, moi, je m'efforce de transmettre ça au maximum à mes filles. Alors, pour ce qui est de la langue maternelle, bon, bah, j'ai un peu failli à ça. Bon, je me dis, c'est pas trop tard hein, pour apprendre une autre langue. Mais quand même, j'essaye de leur apprendre des mots. Je leur parle des fois en bambara. Donc, ce qui fait qu'elles connaissent des formules, elles entendent, voilà. Mais c'est le seul petit côté voilà, qui représentait peut-être un petit poids, ce truc de te dire tu veux pas le déracinement pour ta descendance. Ouais. Parce que du coup, si on coupe, tu vois, ce cordon via, par exemple, la langue, etc., bah, on a un peu peur qu'il y ait un déracinement à la fin, vu que nous-mêmes, on est nés en France. Mais voilà, je dirais qu'en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose pour moi qui représente ce que j'appellerais un poids vraiment, parce que du coup, je retransmets à mes filles, mais différemment. Je ne leur donne pas forcément le même mode d'éducation et en même temps, je suis obligée quand même de leur donner ce que j'ai moi-même reçu. Alors, 5e question. Il y en aura 2 autres. Donc, 5e question. Donc, bien que tu aies reçu beaucoup d'amour de la part de tes parents, est-ce que tu avais parfois, tu en as un peu parlé tout à l'heure, est-ce que tu as parfois senti que ce sentiment d'amour arrivait en contradiction avec les méthodes disciplinaires qu'ils employaient? En fait, finalement, tu y as un peu répondu au début. Ouais. Donc, vas-y, tu peux encore y répondre. Hein. Je dirais que on a... Ils étaient dans cette répression-là, mais le fait qu'avec moi, mon père, il soit un peu plus, se soit plus reposé sur le dialogue, ça va avec la réalité de l'âge. Donc, dans tous les cas, il s'adapte à l'évolution et la relation qu'il a avec l'enfant. Donc, bon... on était quand même beaucoup dans la communication, donc très vite on faisait la paix. Et surtout, ça n'a pas duré jusqu'à des âges très avancés au point d'arriver à un stade de rupture, quoi. Donc je pense qu'on s'en est bien sorti. Ouais. Ok. Alors pour ma part, donc moi ça me fait écho à l'amour inconditionnel. Je trouve effectivement qu'il y a certaines méthodes qui sont arrivées en contradiction avec ce qu'on appelle l'amour, ce qui est supposé être de l'amour. Mais plus encore, une fois, je parlais avec une amie qui a une quarantaine d'années, qui est passée par plein d'expériences amoureuses. On parlait de relations amoureuses, justement. Et elle me disait, elle m'a dit, est-ce que tu sais vraiment ce qu'est l'amour? Tu vois? Et j'ai eu un moment de flottement. Parce que je me suis vraiment posé la question pour la première fois, en fait, de ce qu'est l'amour inconditionnel. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que je l'ai véritablement connu avec mes filles, même si je dis pas que ma mère ne m'aime pas inconditionnellement. Mais en fait, c'est un peu difficile de se positionner par rapport à l'amour quand tu as l'impression aussi dans ton éducation qu'il y a toujours cette logique en fait de donnant-donnant. Je t'aime si tu fais ça. Je t'aime si tu es ça. Tu vois ce que je veux dire? L'amour, il m'a fallu un cheminement aussi pour comprendre vraiment ce que c'est, tu vois. Le côté amour inconditionnel, etc. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Tu vois, il y a par exemple, juste à te laisser répondre, tu vois, par exemple, dans ma culture d'origine, il y a encore un autre truc. Ce que ma mère, elle dit, c'est que les douhas, donc chez les musulmans, donc les bénédictions, ça s'achète. C'est-à-dire que plus tu donnes d'argent et plus tu reçois des bénédictions. Tu vois? Donc, tu vois, c'est un peu pour illustrer cet aspect donnant-donnant dont je te parlais. Moi, je me suis promis, par exemple, un truc, c'est que les bénédictions à mes filles, c'est un puits sans fond et j'en ferai sans rien attendre en retour, quoi. Ouais, écoute, je le perçois pas comme ça, mais je comprends ta perception des choses. Encore une fois, comme on communiquait avec nos parents, et c'est vrai que moi, dans ma position de dernière de la famille, je suis la dernière de 7 enfants, de l'amour, j'en ai vraiment reçu sous différentes formes. Je suis très proche de mes frères et sœurs. Dans la communication, on a le temps de s'embrouiller, de se réconcilier. Donc voilà, j'avais toutes les armes en fait pour apprendre à m'aimer moi, pour apprendre à comprendre les valeurs de loyauté envers notre clan. Et c'est vrai que le caractère donnant-donnant, finalement, il était pas... C'est pas moi qui l'ai le plus ressenti. Je pense que c'est une belle position et c'est aussi le privilège d'arriver en
à la fin du à la fin du film. Moi, mais tous mes oncles et À la tantes me fin le du disaient, film. bah oui, on m'attendait pas. Je suis vraiment le gosse de allez, plus 1, tu vois. Ah ouais, Parce d'accord. que, bon, globalement, les épreuves, le plus dur a été, je pense, avec les premiers enfants. Comme je te disais, mon père, il en a 7 au total. Je pense que les 4 premiers, c'était déjà de belles leçons. Moi, je suis la crêpe d'après. C'est bon, on maîtrise le sujet, tu vois. Et puis, avec le supplément, ben, bien m'entendre avec mes frères et sœurs, j'ai pas eu ces coups de poing. J'ai pas eu ces obstacles-là. Mais plutôt, encore une fois, après, à partir du témoignage de mes amis autour de moi, quand je voyais que il fallait pas que je prenne ça pour acquis parce que il y a mille et une façons de vivre en famille, il y a mille et une façons d'entretenir, de tenir des liens familiaux. Ouais, Il y en a des... On peut essayer de construire des relations saines, mais personne n'est sain, complètement sain. Là, je crois qu'on a une époque où, avec l'éveil à la santé mentale, on comprend bien que tout le monde a peut-être une pathologie dormante qu'il ne faut pas réveiller ou qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Tout le monde doit prendre soin de sa santé mentale et peut-être retourner à l'enfance pour comprendre aussi ce qui s'est joué dans les dynamiques et ce qui peut provoquer aussi des blocages à l'âge adulte. Absolument, absolument. Complètement. Donc, avec la communication, finalement, on peut essayer de régler un maximum de choses. Ouais, totalement d'accord. Dernière question. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des conflits avec d'autres membres de votre famille sur la manière d'élever des enfants ? Donc, toi, je sais que, par exemple, il y a les neveux, les nièces, etc. Ouais. Donc, comment cela reflète le choc générationnel que vous avez vécu ? Vous pouvez répondre aux questions, la communauté. Donc, je t'écoute. Non, j'aimerais bien que tu m'inspires un peu la réponse là. Ah ouais, ok, d'accord. Comment, s'il te plaît ? Bah écoute, moi j'ai pas, je vois des choses qui me conviennent pas dans les modes d'éducation d'autres personnes autour de moi. Mais après c'est délicat. L'éducation c'est toujours quelque chose de délicat. Tu peux pas commettre des intrusions en fait dans l'éducation, dans le mode d'éducation que les autres donnent à leurs enfants. Ouais, carrément. Et surtout quand toi-même en fait tu peux être en conflit, toi-même tu peux arriver en conflit. Moi, en fait finalement celle avec laquelle je suis le plus souvent en conflit, c'est avec moi-même. Parce que je cherche toujours en fait cet équilibre entre qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai pas envie de donner, qu'est-ce que je veux supprimer, qu'est-ce que j'ai envie de garder. Ouais. Parce que tout n'est pas acheté dans l'éducation que mes parents m'ont donnée et aucun parent n'est parfait. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que quelque part on a, même malgré tout ce côté répressif dont on parle depuis le début et qui a été finalement le thème du film l'un des thèmes du film de Thomas Gijol, on a toujours ce truc en fait d'arrondir les angles et de dire nos parents ils ont fait de leur mieux. Tu vois, on a toujours ce truc toujours de chercher à arrondir les angles parce que on sait qu'il y a plein d'autres éléments qui arrivent aussi en ligne de compte, la précarité pour certains d'entre eux, le parcours migratoire, etc. Ouais. Je parle vraiment pour les afrodescendants. Donc du coup, c'est avec moi-même que je suis en conflit, j'allais dire, la plupart du temps. Tu vois, de savoir ce que j'ai envie de transmettre à mes filles et ce qu'au contraire j'ai envie de retirer parce que ça m'a pas forcément été bénéfique sans pour autant flageller mes parents, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup je suis tellement dans cette dynamique là que j'ai très peu le temps pour avoir des conflits avec d'autres personnes, mais c'est sûr et certain que tu vois autour de toi des choses qui sont pas forcément convenables, mais après tu essayes de communiquer voilà, de manière tu vois, douce. Moi, je me demande à chaque fois lequel de moi ou de mon partenaire sera le parent qui corrige, qui chicote les enfants. Parce que j'ai pas envie d'avoir cette casquette-là. Mais là, actuellement, je suis avec une personne, mon copain, il est beaucoup moins nerveux que moi. Ouais. Et du coup, j'ai peur que finalement, ce soit moi. Mais c'est vrai que j'ai cette expérience... À travers mon expérience de tante, en fait, tu vois, d'éducation. Et du coup, je me dis bien que de la répression, il en faut, hein, parce que grandir à l'époque d'Internet et les enfants, ils sont très, très vifs. Ils comprennent certaines choses et l'autorité, elle est indispensable. Du coup, il faut cadrer d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis pas contre chicoter les enfants. À partir d'un certain âge, c'est vrai que ça devient un peu délicat. Ça devient très, très, très délicat. Mais on n'est pas à l'abri des dingueries, quoi. Moi, je prie juste pour pas avoir l'enfant qui va me faire... qui va me projeter dans des situations. Parce qu'il y a aussi des enfants, c'est des cas, hein. Les enfants, c'est des cas. Donc, c'est quand je vois les cas les plus dingos que je me dis, mais est-ce que je serai à la hauteur ? Est-ce que je serai prête ? Si un jour, tu connais les enfants qui font des dingueries à leurs parents. C'est plus sur ça, moi, que je psychote. Tant pour... que pour...
que pour avoir un avis concret. Je me dis juste, j'espère que j'aurai une bonne pioche. Je vais prier pour mon sort et puis voilà. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis partie du principe que la punition corporelle, par exemple, c'est le genre de choses que je supprime de l'éducation. Je veux supprimer ça de l'éducation. La communication, tu vois, c'est quelque chose qui, je pense, dans nos générations, qu'on prône plus. Tu as de plus en plus de parents qui se disent, en fait, on va parler avec nos enfants. On va les punir de différentes manières, mais on va éviter la ceinture, quoi. Tu vois, on va éviter la ceinture, on va éviter tout ça parce que c'était pas drôle, hein, mine de rien. Voilà, c'était on n'en garde pas des bons souvenirs de cette histoire. Hein. Je précise bien que je distingue la ceinture, qui sont des coups de ceinture, et la chicotte, qui est une branche d'un arbre. Très important à préciser. Parce que moi, je me suis pas mangé les coups de ceinture, mais par contre, la chicotte, je me suis fait chicoter. Et il y avait un grand arbre que je voyais par la fenêtre du salon. C'est de là que ça vient, l'expression se faire chicoter ? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu toute ma vie. D'accord, ok. Si je me trompe, corrigez-moi, n'hésitez pas. Mais moi, mon père, je le voyais, il descendait. Ouais. En plus, on habitait au premier étage, donc je le voyais pas en tout petit, hein, je le voyais vraiment en plan rapproché. Il allait, il découpait une branche, il sélectionnait ça, et après, on se faisait chicoter avec ma sœur. Ouais. Donc en fait, on se faisait châtier. Mais on se faisait châtier, quoi. Enfin, c'était des coups de chicotte. Le châtiment. Pour moi, la ceinture, c'est trop. Ouais. Non, mais on est totalement d'accord là-dessus. Voilà. Quel épisode, franchement. C'était drôle, hein. C'est hyper drôle. Émouvant. Répondez à toutes ces questions en commentaire. Ce serait super intéressant d'avoir vos avis sur ces questions-là. Elles sont quand même assez importantes. Et encore une fois, on ne dit pas que c'est l'ensemble des Africains qui ont éduqué leurs enfants de cette manière-là. Mais certains, très certainement, se reconnaîtront dans ces témoignages. Moi, ce film, je lui donnerais un 7 sur 10. Je sais que ce n'était pas le but du film. Mais le côté assez nébuleux de l'enquête fait qu'il me manquait tout de même quelque chose. Donc c'est d'où le 7 que je vais mettre à ce film. Ouais. Mais sinon, sur tout le reste, c'est... Bon, je sais que c'était pas le but du film, mais en même temps, on nous passe quand même quelques messages sur le prolétariat dans la fonction publique. Voilà. Absolument. Un sujet qu'on aura l'occasion de soulever dans nos capsules. Yes. On veut vraiment nous envoyer des messages sans rentrer dans le vif du sujet. On nous fait comprendre que voilà, c'est pas sur ça qu'on veut qu'on se concentre. Donc voilà. Donc moi, je lui mets un 7 à ce film et je trouve que 7, c'est une très très bonne note. Et surtout, franchement, le jeu de Thomas Njejol, je tiens à le dire, j'ai été époustouflée. Ouais. Parce que franchement, au début du film, quand je vois Thomas Njejol, mon premier réflexe, moi, c'est de rigoler. Alors qu'il dit rien de drôle. Mais en fait, j'ai associé, je pense, d'un point de vue cognitif, j'ai associé sa tête en fait au rire. Ouais. Et quand je l'ai vu apparaître dans l'écran, là, quand j'ai vu sa tête, je me suis mise à rigoler toute seule. Ouais. Et puis au fur et à mesure, il t'emmène dans un vrai personnage. Là, je pense qu'il a eu l'occasion de nous montrer qu'il était vraiment un acteur. Il nous l'a montré à de nombreuses reprises, mais pour moi, un acteur, c'est vraiment quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Et là, il est sorti. Il a fait vraiment une sortie de zone de confort. Il nous a emmené dans un personnage qui est, comme tu le dis, ni bon ni mauvais. Mais bon et mauvais à la fois aussi, enfin dans un sens, on voit même à la fin, on peut se dire même que c'est un bon gars, tu vois. Donc vraiment voilà, moi je mets un 7 sur 10 à ce film, surtout pour le jeu de Thomas Njejol. Et toi, qu'est-ce que tu mets? Bah écoute, c'est vraiment je dirais pareil, déjà je donne un 7 sur 10 et je m'explique. Déjà, la première chose qui m'a plu, c'est de voir du coup un film tourné au Cameroun aussi bien, mais surtout avec le casting camerounais que je trouve fabuleux. Vraiment, je trouve que tous les acteurs sont superbes. Ils jouent tous bien, même tous les membres de la famille, ils sont bons en fait. Il n'y avait rien à dire à ce niveau-là. Même sa fille, dans le rapport conflictuel qu'elle a avec son père, les images sont belles aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé la retranscription non idéalisée de la ville de Yaoundé. J'y suis jamais allée. Ça m'a donné beaucoup d'émotions, rien que les plans. La photographie, le travail est super bien fait. Et voilà, et le travail abattu autour de ce polar, je trouve que les références, les sujets, l'émotion, tout est au rendez-vous. Oui. Et vraiment, les 3 points en moins, c'est par rapport au fait que c'était pas un film que j'ai trouvé... En dehors de ça, l'histoire m'a pas emportée. C'était pas comme tu as dit, il y a cette petite nébuleuse un petit peu pendant tout le film. Et pour moi, il manquait littéralement une course-poursuite, en fait. Ah,
Toi, Moi, tu voulais genre j'attendais des trop. boum boum boum, genre tu voulais un truc. J'attendais vraiment une course-poursuite. Pour moi, il fallait qui pourchasse quelqu'un ou qui se fasse pourchasser, tu vois. Là, j'aurais eu des sensations, j'aurais eu un peu plus d'émotion et je serais repartie satisfaite. Je suis restée sur ma faim à cause Je pense que l'action dans le film, c'est vraiment les moments où ils sont dans les trucs de torture, en fait. Ouais. C'est ça. Ça, c'est la course-poursuite, mais version, tu vois, version Yaoundé, quoi. J'aurais trop aimé le voir en Vin Diesel en train de... Tu vois, Ok, vas-y, un petit peu d'action, quoi. La police de Yaoundé sur le feu de l'action. La police de Yaoundé en action. C'est ce qui m'a vraiment manqué, moi, pour le coup. Mais dites-nous aussi quelle note vous mettriez à ce film Indomptable de Thomas N'Gijol. En tout cas, c'était une belle surprise. Ouais. De le revoir arriver en force comme ça. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Ouais. J'ai vraiment kiffé. Ouais, moi aussi. On attend en tout cas vos réponses dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos plateformes YouTube, Instagram, TikTok, Frequencies, le média qui aborde les sujets de société à travers la pop culture. Je vous fais de gros bisous et on vous dit à très bientôt. À bientôt.